Je vais maintenant vous présenter notre première intervenante de la journée, qui est la docteure Carole Morissette, qui est médecin responsable du service de réduction des méfaits à la direction de santé publique de Montréal. Donc, dans le cadre de ses fonctions, elle assure notamment la surveillance des ITSS et des surdoses, le déploiement et l'évaluation des interventions préventives pour et par les personnes utilisatrices de drogue, avec la contribution de nombreux partenaires, en particulier des organismes communautaires de la région. Et cette collaboration a permis de développer nombreuses initiatives en fonction de l'évolution des besoins, dont les services de consommation supervisée. Donc, Carole Morissette est médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive depuis plus de 30 ans et elle a participé à de multiples travaux qui se sont vraiment traduits par la bonification de l'offre de services, l'élaboration d'orientation, de stratégies, d'influence au niveau intersectoriel en faveur de l'acceptabilité des interventions en réduction des méfaits, qui, vous le savez, est un véritable défi dans le contexte social actuel. Donc, docteur Morissette, je vous donne la parole pour une présentation sur la réduction des méfaits, une perspective de santé publique. La parole est à vous, vous avez une demi-heure. Bonjour, je suis très impressionnée par l'auditoire. Merci beaucoup de cette invitation-là à partager sur la réduction des méfaits. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une audience aussi nombreuse. Donc, on m'a demandé, d'abord, je n'ai pas de conflit d'intérêt, puis ça fonctionne, donc je suis contente. Je veux remercier mes collègues qui ont contribué à cette présentation. Et donc, voici les objectifs. On m'a demandé de vous présenter les concepts clés, qui est comme un défi, et les principes de la réduction des méfaits et de faire une certaine rétrospective de l'évolution de la réduction des méfaits et présenter certains défis et opportunités. Je dois vous dire que je vais présenter une perspective, celle de la santé publique et même de la santé publique de Montréal. Donc, c'est certain que la réduction des méfaits, on va le voir, j'imagine, au courant de la journée, peut avoir différentes tonalités selon qu'on est une personne avec savoir expérientiel, un intervenant communautaire ou un clinicien et chercheur. Donc, qu'est-ce que la réduction des méfaits? Bien, d'abord, son origine, il faut le dire, a commencé il y a très, très longtemps, mais moi, je vais revenir sur le fait que c'est vraiment les associations de personnes avec savoir expérientiel des Pays-Bas qui étaient organisées en syndicats qui ont fait une demande dans les années 80 d'avoir accès à des seringues neuves pour faire face à l'épidémie d'hépatite B. Ces associations-là existaient depuis les années 70. On parle également de prescription de morphine, d'héroïne. On sait que c'est la Suisse qui a vraiment repris la prescription d'héroïne dans ses programmes de traitement. Mais par ailleurs, ça a vraiment connu un essor au milieu des années 80 par les collègues anglais de la région de Merseyside qui en ont fait une politique de santé publique, qui ont défini un cadre, des principes et fait la démonstration de l'efficacité de la réduction des méfaits pour faire face à l'épidémie de VIH-Sida à cette époque-là. Et donc, ce sont eux qui ont organisé la première conférence sur la réduction des méfaits à Liverpool en 90, qui a donné, dans le fond, le début de ce grand mouvement de l'Association internationale de réduction des méfaits. Donc, rapidement, on fait référence ici, non pas seulement aux pratiques, mais aux programmes et politiques qui visent à minimiser les conséquences de la consommation de drogue. Mais moi, j'aime ajouter que ce n'est pas seulement la consommation, mais aussi les politiques et les programmes qui ont un impact négatif, discriminatoire sur les personnes. Ici, on fait donc... on parle de justice, de droits humains, et donc qu'on vise à avoir accès à l'aide, mais sans qu'on mette l'abstinence comme prérequis. Donc, les grands principes, là, je les ai présentés à ma manière. On parle souvent d'humanisme et de pragmatisme. Donc, pour l'humanisme, on comprend qu'on est dans une approche non stigmatisante, on ne vise pas l'individu ni la consommation de drogue et on s'éloigne de rapports de pouvoir. Pour ce qui est du pragmatisme, la réduction des méfaits, c'est une approche qui est fondée sur des données probantes et sur la faisabilité. Et le point important, c'est la reconnaissance des droits et des responsabilités des personnes à titre de citoyens à part entière. Et ici, il faut mettre l'accent sur l'autonomisation et l'implication des personnes, non seulement dans leur choix individuel de santé, mais aussi dans le développement des programmes et des politiques.
On parle d'une hiérarchie d'objectifs. Quand on parle des objectifs, on les veut réalistes, à court terme, avec les priorités et aussi des impacts mesurables. On parle d'une approche à petits pas. Chaque changement amène un grand impact, soit au plan individuel, soit populationnel. Et finalement, d'une adaptation de l'offre de service en fonction des besoins, de la trajectoire des personnes et avec le minimum d'exigence, c'est-à-dire la notion de bas seuil. Donc ici, c'est Newcomb qui nous a présenté, dans le fond, la réduction des méfaits. Puis là, je voulais revenir sur la réduction des risques versus réduction des méfaits, dans la mesure où, quand on parle des causes, on parle de avant la consommation, pendant la consommation et après les conséquences. Mais dans notre contexte, on pourrait parler de réduction des risques quand il est question de avant la consommation, mais en général, le thème va couvrir l'ensemble du continuum dans notre contexte à nous. Donc ici, dès 1992, Newcomb nous a présenté cette matrice de réduction des méfaits. Et ce que je veux apporter ici, c'est que dans le fond, on vise la santé, évidemment, mais aussi les aspects sociaux et économiques. On vise à avoir des pratiques individuelles, bien sûr, mais aussi des actions structurantes sur la communauté et la société. Et cette matrice a été reprise par Tim Rhodes, qui, lui, parle d'environnement favorable à la santé. Donc, on parle du fait que les comportements des individus ne sont pas juste dépendants des personnes, mais aussi dépendants de l'environnement, dans leur milieu de vie et également dans le contexte plus global. Donc ici, on parle d'environnement micro, donc on est dans les milieux de vie, on parle surtout d'accès aux services notamment, et l'environnement macro, mais c'est plus le contexte, les grands systèmes. Et là, on fait appel, par exemple, aux grandes orientations ministérielles, aux programmes de financement et aux aspects politiques. Donc, juste ici, rapidement, en santé publique, les interventions visent surtout à, justement, faire l'analyse des besoins sur la base de certaines études, soit des études épidémiologiques, mais aussi des sondages, des enquêtes, à monitorer et aussi à faire des plaidoyers pour le développement de programmes. On évalue les cibles et on agit dans les facteurs en amont. Ici, on parle surtout de la disponibilité des services, de leur acceptabilité et dans le déterminant service, on voit qu'en réduction des méfaits, ça nous prend une combinaison de services qui sont réputés soit prometteurs, soit efficaces, et que c'est cette combinaison-là avec la bonne couverture et la bonne intensité qui nous permet d'avoir des impacts sur les états de santé qui nous intéressent ici. C'est surtout les surdoses et les infections liées à la consommation. Donc, j'ai décidé de vous présenter 3 histoires pour illustrer l'évolution, donc des programmes d'échange de seringues au centre d'accès au matériel de consommation, une deuxième histoire sur l'analoxone et une troisième sur les services de consommation supervisée. Donc, on a notre collègue Julie Bruno, ici en salle, qui a présenté dès le milieu des années 80 là, les données qui nous permettaient de voir qu'on était devant une épidémie de VIH/SIDA préoccupante. Dès lors, il y a eu des initiatives de santé publique qui ont mobilisé différents acteurs pour faire, par exemple, des projets de démonstration, donc Cactus, qui a été le premier programme d'échange de seringues, et Picatou, une intervention en piquerie avec des personnes avec savoir expérientiel. Mais dès lors, il y a eu tout ce développement grâce au financement du ministère, avec le soutien des directions de santé publique pour qu'il y ait un réseau d'organismes communautaires via le travail de rue, les sites fixes, également les CLSC, les cliniques médicales. Et il faut souligner par la suite l'importante contribution des pairs dans la distribution du matériel. Donc, la levée des quotas. Donc, on savait, dans le fond, que les programmes d'échange de seringues, je ne sais pas si vous étiez de cette époque-là, mais on avait une seringue rapportée égale à une seringue distribuée avec un quota maximum de 15 par jour par personne. Donc, clairement, c'était une politique qui ne répondait pas aux besoins. Donc, on voit déjà qu'en 1994, cette étude-là des collègues avec Julie, on a démontré qu'on était à moins de 5% des besoins identifiés si on voulait avoir une seringue, une injection, qui était la promotion. Donc, ici, on voit qu'on a changé la politique vers cette distribution plus libre et on voit qu'en octobre 1997 jusqu'en octobre 1998, on a eu une augmentation quand même substantielle de la distribution des seringues et à côté, on voit
l'incidence du VIH qui diminue de façon significative au cours de la même période. Donc, on voit aussi que par rapport au comportement à risque d'utilisation de seringues, il y a eu une diminution importante de l'emprunt de seringues au cours du temps. Et on a fait comme 2 modifications au programme en cours de route. La première, c'est que dans les années 2000, on a vu que face à l'épidémie de hépatite C, qu'il nous fallait développer la distribution de d'autres matériels. Donc, c'est là où, aux seringues, on a ajouté les contenants, les filtres, les stéricopes. Et un autre changement a eu lieu autour de 2015 pour faire face à l'injection des médicaments opioïdes qui nécessitaient d'avoir des contenants de plus grande ampleur, des seringues 3cc, pour réduire les multiples injections que présentaient les médicaments opioïdes. Donc, parlons de naloxone. Donc, en fait, la première enquête épidémiologique a eu lieu à Montréal suite à un agrégat important. Et donc, tout a commencé par un appel de Martin Pagé de Dopamine qui m'a souligné qu'il y avait une situation particulière dans sa communauté qui a été suivie par le signalement par des intensivistes dans les jours suivants. Si bien qu'on voyait qu'on avait une situation préoccupante. On était aussi préoccupé par la présence du fentanyl. On savait ce qui se passait à BC. Il y avait eu récemment une saisie de fentanyl dans la région, si bien qu'on a perçu qu'il y avait un excès de cas et le directeur de santé publique de l'époque a utilisé la loi de santé publique pour décréter une enquête. Et alors, qui dit enquête, dit aussi plan de réponse. On a donc mobilisé le communautaire, nos associations par et pour tenter de voir quels étaient les besoins et de voir qu'est-ce qu'on devait faire. Donc ici, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de naloxone dans les ambulances. À cette époque-là, on voit que dans le fond, on a dû rapidement travailler avec le Collège des médecins Urgence Santé pour faire en sorte qu'il y ait des trousses de naloxone et des protocoles d'administration de naloxone dans les services préhospitaliers. En 2014, on n'avait pas d'accès aux trousses de naloxone dans la communauté et donc on a travaillé avec le Collège des médecins, l'Ordre des pharmaciens, à développer une ordonnance collective signée par le directeur de santé publique pour développer un projet pilote. Donc, ce projet pilote a eu lieu à partir de juin 2015 et a mis à contribution Métadam et le CRAN. Donc, la santé publique de Montréal a sollicité Métadam pour développer une formation par et pour, qui a donné Profane 1.0, je dois le dire, et donc fait des ateliers pour rejoindre les pairs, pour les former. Ils recevaient à ce moment-là un certificat pour obtenir une trousse dans 4 pharmacies participantes qui donc leur permettait d'avoir accès aux trousses. Et nous, de notre côté, à la santé publique, on a fait des formations auprès des intervenants communautaires. Donc, pour dire que finalement, ça a quand même demandé beaucoup de changements réglementaires pour en arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est le programme de gratuité des trousses dans les pharmacies. On sait que le ministère a également permis, dès 2018, à ce qu'il y ait des groupes communautaires qui distribuent les trousses de naloxone. Et ça a demandé quand même des changements au niveau, par exemple, du code des professions pour permettre l'administration de ce médicament par des non-professionnels. Donc ici, ce que je veux illustrer, c'est un de nos indicateurs de vigie des surdoses. Donc on voit par exemple qu'en juin, là, il y a eu environ 120 interventions faites par Urgence Santé avec administration de naloxone, mais on voit que les ambulanciers l'ont administré seulement dans 40 épisodes, ce qui veut dire que dans 80 épisodes, ce sont des tiers qui avaient administré la naloxone avant l'arrivée des paramédics. Donc, on parle d'intervenants, de proches, de policiers, par exemple. Donc, on voit que même si en 2014, ce n'était pas une priorité de santé publique, on sait que depuis 2017, le ministère en a fait une priorité et développé une stratégie nationale de prévention des surdoses en 7 mesures et offre du financement à toutes les régions du Québec pour le déploiement. Bon, l'accès aux services de consommation supervisée. Alors, rapidement, c'est un long parcours. Donc, en 2011, on a fait une étude de faisabilité
qui nous a permis d'obtenir l'aval de l'Agence de la santé de Montréal pour développer une demande d'exemption. Donc, qui s'est développée entre 2012 et 2015, si bien qu'on a pu déposer en 2015 ce document d'à peu près 300 pages qui explique toute l'organisation, les protocoles et répondent aussi aux critères de faisabilité financière, donc une approbation du ministère pour en venir à un plan opérationnel en 2015-2017 pour l'ouverture en 2017 de plusieurs sites avec la collaboration de Dopamine, de Cactus, de l'Anonyme et de Spec de rue. Donc, en 2017, c'était la première fois, en fait, Montréal était la 12e ville à obtenir une exemption, le premier programme multisite et le premier unité mobile. Mais on peut constater que tout ça s'est passé presque 15 ans après l'ouverture du premier service de consommation supervisée Insight à Vancouver, qui était en fait un projet de démonstration avec beaucoup de publications, d'évaluations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette période-là? Est-ce que ça a commencé en 2011? Bien, certainement pas. Il y a eu beaucoup d'analyses de besoins qui ont été faites au début des années 2000 et dès 2004, l'Agence de la santé de Montréal avait fait une adoption en faveur des services de consommation supervisés. Mais ce qu'on sait, c'est qu'entre 2006 et 2015, tout est à l'arrêt. On sait qu'en 2008, le ministère de la Santé du Canada refuse de donner l'approbation de l'exemption à Insight. Il s'ensuit, dans le fond, une poursuite et c'est la Cour suprême qui donne l'aval le 30 septembre 2011 à ce que le ministre accorde son exemption à Insight. Et là, nous, on y voit une opportunité de faire cette étude de faisabilité où on a fait des sondages, fait différentes études, mobilisé beaucoup d'acteurs des différentes sphères de la vie associative, des services et du politique pour finalement mettre en place un comité de pilotage, un groupe de travail sur l'organisation des services, sur l'acceptabilité sociale. Ça a, dans le fond, regroupé plus de 80 personnes et développer 6 recommandations qui se résument au fait d'avoir un projet multisite avec l'implication au premier plan des groupes communautaires, avec une équipe infirmière régionale, une coordination aussi régionale. Donc, ce rapport de l'étude de faisabilité a été quand même un très gros soutien dans l'évolution du dossier parce que d'une part, on avait l'aval des élus grâce à la tournée du directeur de santé publique de l'époque. En plus que ça a pu nous permettre de déposer la demande d'exemption et de rencontrer le critère qui était le plus difficile, la question de l'acceptabilité sociale. Et dans le fond, on a pu déposer en 2015 cette demande d'exemption au moment de changement du gouvernement au niveau canadien. Donc ici, juste pour illustrer en bas, on voit qu'il y a une nette augmentation des interventions d'urgence, surtout dans les derniers mois dans nos services de consommation supervisés. Et donc, c'est quand même une préoccupation que les surdoses augmentent de façon significative dans notre contexte. Donc, les défis et les opportunités, d'abord pour dire que la prévention, c'est jamais quelque chose qu'on a accompli une seule fois, comme Desjardins nous le dit, c'est un effort continu. Ici, j'aimerais justement souligner qu'on est très préoccupé du fait qu'il y ait une augmentation du partage de matériel. On a des données qui nous montrent qu'il y a vraiment une augmentation significative qui nous fait craindre une augmentation du VIH et de l'hépatite C, particulièrement chez les personnes qui consomment du fentanyl par injection. On est aussi préoccupé par l'augmentation de la consommation des stimulants, dont le cristalmètre, sachant la prise de risque et les problèmes de santé mentale qui y sont associés. On a aussi des observations qui nous font craindre qu'il y a un nouveau mode de consommation du fentanyl par inhalation. Donc, c'est une situation à regarder. Je pense que la question ici que je vais vous déposer ce matin, c'est le défi de comment est-ce qu'on peut prévenir encore plus les surdoses non mortelles dans le contexte de marché de drogue illicite qui est si imprévisible et préoccupant. Et dans le fond, je nous invite un peu, comme Didier le fait, à voir comment est-ce qu'on peut rehausser l'accès aux services dans le réseau, réduire la stigmatisation, améliorer l'expérience vécue des personnes dans le réseau. Je pense que c'est vraiment important d'offrir plus de services de réduction des méfaits dans tous les milieux cliniques, puis de mettre en place plus de services de consommation supervisés, incluant l'inhalation,
d'augmenter la couverture des services et de voir à faire en sorte de réduire le recours au marché illicite. Donc, on a des opportunités. Je pense que l'idée d'avoir une réponse cohérente est vraiment importante. Puis, force est de constater que tous les plans ministériels en dépendance, en santé mentale, en itinérance, et même en santé publique ont des troncs communs dans les orientations, dans la promotion, par exemple, d'éviter les silos, d'aller près des populations et de s'assurer d'avoir une bonne réponse aux besoins. On a quand même des appuis solides par la diversité des expertises. Je pense qu'on a la preuve aujourd'hui de l'intérêt et l'engagement et la détermination des acteurs communautaires. Je me fais aussi la porte-parole pour dire que les organismes communautaires font un travail incroyable. Ils sont déterminés, mais ils ont vraiment besoin de l'appui pour leur population, d'un meilleur accès aux services du réseau. Et je pense que aussi, il y a une contribution importante des personnes avec savoir expérientiel qui fait la différence quand on est en train d'élaborer des programmes et des projets. Et bien, la disponibilité de journées comme aujourd'hui pour pouvoir échanger et voir comment est-ce qu'on peut ensemble développer plus de services en réduction des méfaits. Merci. J'aurais dû apporter de l'eau. Je m'excuse, ça. Je vais m'installer à côté de vous parce qu'on a du temps pour les questions. Il n'y a pas de problème. On peut se côtoyer sans problème. Donc, on a du temps, on a un petit peu de temps pour des questions. Donc, je vous rappelle, il y a 2 micros à l'avant. On commencerait par les questions en personne. Il n'y a pas de mauvaises questions, hein, donc ne soyez absolument pas gênés de venir poser des questions. C'est au contraire le moment où jamais. Je vous demanderai juste de vous présenter, puis de ne pas faire des trop grands préambules pour laisser la parole à notre conférencière. Bonjour Carole, quand même un petit préambule. D'ailleurs, c'est le fun de voir dans la salle, il y a plusieurs pionniers, là, des gens qui étaient là au tout début, Carole, Julie, puis d'autres qui étaient sur le terrain à l'époque. Je peux vous demander de vous présenter? Jean-François Marie, je suis actuellement directeur à l'Association canadienne pour la santé mentale, division du Québec. En fait, moi, c'est plus une réflexion par rapport au portrait historique, puis je voulais avoir ton input là-dessus, par rapport au thème de la journée aussi. Pendant longtemps, le milieu de la santé mentale ne s'est pas senti trop concerné par les questions de réduction des méfaits, parce que la réduction des méfaits était beaucoup réservée au champ de la lutte aux ITSS, au VIH et l'hépatite C. Pendant de très nombreuses années, avec l'arrivée des surdoses, la réduction des méfaits a clairement pris un virage en lien avec l'usage de substances, et donc est beaucoup plus rentré dans le champ habituel auquel était habitué le milieu de la santé mentale. Et dans ce contexte-là, est-ce que cette perspective historique-là, en quoi elle va être porteuse aussi de l'avenir en fait, de la réduction des méfaits et de la prise en compte de l'approche de réduction des méfaits dans le milieu de la santé mentale, puisque c'est très très peu le cas actuellement. Merci pour ta question, Jean-François. Elle n'est pas simple, puis je pense que la réponse est dans la salle et parmi les présentateurs dans la journée. Mais je dirais que mon message, c'est de se faire confiance sur les meilleures pratiques. C'est-à-dire que je connais pas tous les bons coups qui se passent dans le réseau. Je pense qu'aujourd'hui, on va en apprendre sur les bonnes pratiques, les bons coups, les développements. Mais mon principal message, c'est oui, bien sûr, il faut faire en sorte que nos pratiques améliorent la qualité de vie, la santé de nos personnes avec lesquelles on intervient, mais il faut aussi avoir cette vision d'avoir une couverture suffisante de services si on veut vraiment avoir des impacts mesurables dans notre société, dans notre communauté, puis aussi sur l'acceptabilité sociale, je dirais, de nos interventions. Donc, ce serait ma mini-réponse. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Sinon, on va passer peut-être aux questions en ligne. Ah, le micro ne fonctionne pas. Non, le micro à l'avant ne fonctionne pas, mais allez-y, je vais répéter. Okay. Je vais répéter la question à haute voix pour que tout le monde l'entende. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la question de l'acceptabilité sociale au sein du réseau de la santé, de ce dont on parle aujourd'hui? Mais c'est certain que moi, je vais apporter un point de vue de santé publique, et puis je pense qu'il y a des personnes avec savoir expérientiel qui pourraient aussi témoigner de comment leur expérience vécue dans le réseau.
Mais je pense que les pistes, c'est que chaque fois que dans le réseau de la santé, les milieux cliniques, que ce soit les CLSC, les hôpitaux, offrent des services de réduction des méfaits clairement énoncés, comme la distribution de matériel, comme la distribution de trousses de naloxone, et que le personnel est formé pour pouvoir faire ce counseling-là, c'est déjà un pas très clair que ces personnes-là sont bienvenues dans le réseau. Mais c'est sûr qu'il y a des améliorations à faire sur, je dirais, des approches non stigmatisantes. Quand même, il y a une littérature là, qui décrit à quel point les personnes peuvent avoir des vécus difficiles dans le réseau, mais je pense qu'on est tous ici là, pour réfléchir à comment on peut ouvrir plus grand la porte, comment on peut adapter et avoir des approches non stigmatisantes auprès des personnes qui consomment et qui ont des troubles concomitants. Je pense que là, moi, je parle beaucoup des personnes qui consomment, mais je pense qu'il y a cette convergence de troubles concomitants, de consommation. À cela s'ajoute l'augmentation de l'itinérance. Je pense qu'on a quand même des enjeux importants sur la table et qu'on est tous appelés à regarder comment est-ce qu'on peut ouvrir les portes. Oui. Oui, juste une petite question. La question est de Pierre Poilièvre. Il est en ligne. Puis il se demandait pourquoi un programme basé sur l'abstinence fonctionnerait pas mieux. Mais c'est important de rappeler les arguments clés, hein? Mais c'est vraiment intéressant. Je vais vouloir entendre mes collègues cliniciens par rapport à l'efficacité des différentes approches. Mais je pourrais dire quand même qu'on sait que le traitement des troubles de l'usage, on a des outils intéressants, il y a de la prescription, il y a une réduction des risques, une réduction de la mortalité, mais c'est certain que c'est comme important d'offrir des services selon la trajectoire de la personne. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à rentrer dans une trajectoire de service. Je pense qu'il y a comme à la fois d'améliorer la trajectoire de service pour que ça convienne au plus grand nombre possible. C'est moi qui fais ça, je suis désolée. Non, c'est ici que ça se passe. Ah, OK. C'était pas de ma faute, finalement. Et donc, mais l'abstinence en fait partie de la réduction des méfaits. Donc ça, c'est mon point, c'est de s'assurer que quand une personne est prête à aller vers l'abstinence, qu'on soit en mesure de lui offrir l'ensemble des services. Donc, c'est le continuum selon les besoins, la trajectoire. Et je pense que si on enlevait la réduction des méfaits aujourd'hui de notre stratégie canadienne de lutte, pas de lutte, mais aux drogues, qu'on va avoir un très grand défi social de compter plus de morts, et d'affecter la société, les proches. Et puis c'est ça, c'est sans compter les intervenants et les personnes qui perdent des personnes au courant, des personnes avec lesquelles ils sont en lien dans une aide et un traitement. Ça a beaucoup d'impact aussi sur le réseau de la santé et le réseau communautaire. Donc, je ne sais pas si ça vous convient, futur... Ça faudrait demander à M. Poilier. Écoutez, moi j'aurais peut-être une petite question subsidiaire. Bon, je vais parler à la médecin en santé publique. Vous savez, la santé publique, peut-être que la population dans son ensemble a découvert que c'est quelque chose qui existe à peu près pendant la pandémie. On va dire ça comme ça pour caricaturer. Mais comme vous dites, moi je suis tout à fait consciente de l'importance de la santé publique, mais je voudrais vous entendre sur justement la perception que la population a de cette question de la réduction des méfaits. Bon, on entend, il y a beaucoup d'enjeux, de pas dans ma cour, etc. Mais est-ce que ça évolue? Et est-ce que le fait de s'intéresser encore plus aux troubles concomitants et aux enjeux de santé mentale avec l'approche de réduction des méfaits, ça pourrait contribuer à faire des gains du côté de la population? Mais merci de la question et de la réponse. Mais je suis convaincue, effectivement. Mais d'abord, il y a eu quand même des sondages populationnels là, sur l'acceptabilité sociale de la réduction des méfaits par l'Institut national de santé publique. Récemment, avant la pandémie, on voyait qu'il y avait eu une progression vraiment positive sur presque l'ensemble des stratégies de réduction des méfaits, mais il y avait toujours le « mais ». Et puis le « mais », c'était pas nécessairement pas dans ma cour, mais vous allez le voir, là, pas proche des écoles. Fait que donc, il y a cet élément-là qui est vraiment un élément, un dilemme, là, je dirais, sur l'accessibilité aux services versus l'impact sur la perception de la sécurité de la population.
Puis je dirais que moi, j'ai jamais vu ça en 30 ans, là, des manifestations d'intolérance envers les personnes marginalisées dans l'espace public et autrement. Et je pense que ça doit nous concerner tous, pas juste la santé publique, mais on est tous concernés pour faire en sorte de réduire cette visibilité de la détresse actuellement. Et donc, c'est là où je pense que la couverture des services, vous voyez que je suis très optimiste, je suis comme Didier finalement, que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, puis je crois beaucoup qu'il y a ici de l'expertise capable de faire le lien de la trajectoire de la rue communautaire, réseau, avec une fluidité qui mérite d'être améliorée, renforcée, puisqu'elle existe déjà, mais je pense qu'il faut aller un cran plus haut. D'accord, ben merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions en ligne avant que je vous laisse? Pas pour le moment. Ben merci beaucoup, Dr. Carole Morissette.